coup d'État en Guinée-Bissau, la CEDEAO prépare-t-elle la riposte? C'est le thème. Mais on va d'abord commencer par les faits. Ça s'est passé en milieu de semaine, le 26. Un nouveau coup d'État annoncé par le président lui-même, Umaro Sissoco Embalo. Alors, ma question est, est-ce qu'il s'agit d'un vrai coup d'État? Quel nom lui donner? Des gens ont parlé de fake coup d'État, de coup d'État arrangé, de coup d'État amical, de coup d'État électoral ou de combine souterraine. Les concepts sont nombreux. Luc Abaki, comment le qualifiez-vous, ce coup d'État? Bon, disons que avec la nouvelle génération des dirigeants de nos pays, nous allons assister à des spectacles extraordinaires. Et celui de Embalo en est un en entier. Et c'est quand même extraordinaire. Lorsqu'on nous annonçait le coup d'État, on dit que c'est à Jeune Afrique que le président Embalo lui-même se serait adressé, et ensuite à France 24, etc. Et il annonce qu'il a été victime d'un coup d'État. Dans un contexte où on attendait les résultats des élections présidentielles et législatives, et lui-même il s'était déjà précipité pour annoncer sa victoire avec 65%, et ensuite il se retrouve avec son gouvernement au palais, et curieusement, et on dit qu'il a été kidnappé. Bon, tout cela c'est une farce, et c'est une grande comédie qui rend compte en fait de combien nos dirigeants malheureusement prennent à la légère ce que c'est que le pouvoir d'État. En réalité, un dirigeant, il a sur ses épaules la vie et le devenir des millions de personnes. C'est l'endroit où on devait percevoir le plus de sérieux possible, les exemples les plus inspirants possibles pour le peuple. Alors, lorsqu'on assiste à des situations de cette nature qui donnent le sentiment qu'eux-mêmes, ils blaguent avec le fauteuil présidentiel et ils en font une fin en soi, au point où ça devient un jeu de chaises musicales, c'est vraiment enfantin et très puéril et en même temps triste pour les peuples d'Afrique parce que dans un tel contexte, le peuple est désemparé, il est complètement désaxé et il est comme s'il n'avait plus des repères qui permettraient justement de construire cette société et d'épanouir justement le peuple. C'est dommage. Excellent, Sogoyou Kegewi. Quel est votre sentiment par rapport aux derniers événements en Guinée-Bissau? Non, en réalité, nous venons d'assister à quelque chose d'inédit. Il y a eu des coups d'État, hein. Ce n'est pas seulement en Afrique, en Amérique latine. Il fut une époque où coup d'État, c'était devenu la distraction numéro 1. Après, c'est tombé sur l'Afrique et c'est en Afrique que les coups d'État traînent les pas et ils ne sont pas sur le point de s'en aller. Qu'est-ce qui s'est passé en Guinée-Bissau? On dit coup d'État et on dit coup d'État contre Umaro Sissoco Embalo. Non, Gilles. Au fait, il y a eu 2 coups d'État en Guinée-Bissau. Et la vraie victime de ce coup d'État, personne n'en parle. Ce n'est pas Embalo qui est la vraie victime du coup d'État, d'autant plus que lui, il était en fin de mandat. Son coup d'État, on lui prive du pouvoir peut-être pendant 1 ou 2 semaines que devait durer le temps de la passation de service. Mais maintenant, celui qui devait entrer en service comme président de la République de Guinée-Bissau, au fait, c'est à lui qu'on a fait coup d'État. Mais les informations sont manipulées de telle sorte pour braquer tout le monde sur Umaro Sissoco Embalo. Voilà, il a été victime d'un putsch. On se met à tricoter, à pinailler. Non. Ces informations concernant Embalo sont faites exprès pour noyer la vraie information qui est qu'on a fait un coup d'État à quoi il s'appelle quoi, Dia da Costa, machin. C'est lui qui est élu président et c'est à lui qu'on a fait coup d'État. Le Embalo, on ne lui a pas fait coup d'État, il était sur le point de partir. La preuve, c'est lui-même qui prend son téléphone, qui appelle les médias. Mais écoutez, mes amis, comment ça va? Bon, on m'a fait coup d'État, hein. Bon, je suis en train de partir, on prendra un verre ensemble dans 2 ou 3 jours. Mais tu es vraiment sûr qu'on est là face à un coup d'État? Non, il sait que son pouvoir est fini. Toi, tu es militaire, tu veux faire coup d'État, tu vas aller faire coup d'État à quelqu'un dont le pouvoir est fini dans 1 ou 2 semaines. Mais il est militaire, il ne faut pas les prendre pour des idiots, ils réfléchissent. Donc, il n'y a pas eu de coup d'État contre Embalo. Ça, ce n'est pas possible. L'énigme Embalo, un coup d'État contre soi-même.
Ah ben, justement, c'est ce qu'on constate tout simplement. Mais il faut dire que la personne de Embalo, quand même, devient finalement un vrai gâchis. Parce que j'avais un penchant assez favorable pour lui quand il venait au pouvoir dans une douleur totale, hein, parce que c'était un accouchement tout à fait douloureux. Vous vous rappelez les conditions dans lesquelles, finalement, la CEDEAO a été amenée à trancher pour le consacrer dans le fauteuil présidentiel. Et quand on regarde son profil, où très jeune, il a fait beaucoup d'études, il a eu un doctorat en relations internationales, une maîtrise en sciences politiques, il est polyglotte, il parle plusieurs langues à la fois. Et puis dans l'armée, il a grimpé les échelons à tel point où il était le plus jeune des généraux, hein, lorsqu'il a accédé donc, à ce grade. Et dans la foulée, sur le plan politique, il a été Premier ministre. Et donc, on avait le sentiment que sur le plan du contenu intellectuel, il était quand même une référence. Et donc, on devait logiquement s'attendre à ce que quelqu'un comme Embalo, une fois dans le fauteuil présidentiel, déroule quand même des attributs de leader, de sorte qu'il puisse sortir ce pays de l'ornière. Mais quelle est la situation de la Guinée-Bissau aujourd'hui? Vous allez voir que 2 Bissau-Guinéens sur 3 vivent au-dessous du seuil de la pauvreté, c'est-à-dire avec moins d'$1 par jour. Le taux d'endettement de la Guinée-Bissau atteint aujourd'hui les 80% du PIB. Alors, la principale activité économique, en fait, c'est l'agriculture, c'est la culture de la noix de cajou. Mais l'ambition de Embalo en venant, c'était donc de restructurer ce secteur de sorte à le rendre plus fiable et donc à renforcer l'économie. On se rend compte que l'économie bissau-guinéenne est tellement fragile parce qu'elle est dépendante justement de cette agriculture à elle seule et de la pêche. Donc, il n'a absolument rien fait malgré les promesses. Et je me rappelle qu'il était, aussitôt après qu'il a été élu, il était en France pour son check-up. Et il a dit à Alain Foucault sur France 24 que sa priorité serait la construction d'un hôpital de référence en Guinée-Bissau. Après 2 mandats, ben, il n'a absolument rien réalisé. Et qu'est-ce qu'il a donné comme performance? Il s'est montré je vais dire, avec un zèle extraordinaire où sur tous les fronts on le voyait. Il était devenu un oiseau migrateur où il se mêlait de tous les sujets, aussi bien en Afrique qu'en Europe, ailleurs. On le voit aux États-Unis, on le voit en Russie, on le voit en France, on le voit un peu partout. Et c'est lui qui nous annonçait la création d'une force anti-putsch au sein de la CEDEAO lorsqu'il était président en exercice justement de cette organisation sous-régionale. Donc, il était dans la superficialité, dans la légèreté, dans l'inconsistance et dans l'incohérence. Au bout du compte, il nous sert le dernier spectacle qui est donc d'organiser son départ à travers une farce qu'on appelle coup d'État aujourd'hui. Tout cela rend triste et donne l'impression que finalement, il ne s'agit pas d'aller à l'école, de se barder de diplômes ronflants pour être un bon dirigeant. Et c'est quand même dommage parce que, normalement, le principe de la vie, c'est l'évolution. Il aurait fallu que les leaders d'aujourd'hui, qui devraient normalement s'inspirer de la vision de leurs prédécesseurs, qui ont eu à poser quand même des actes assez impressionnants par le passé, puissent poser des actes plus intéressants et qui donneraient l'espoir que l'Afrique est quand même dans des perspectives heureuses. Mais là, on a l'impression que nous marchons à reculons avec ces genres de comédies qu'on voit au sommet. Excellence Oumarou Sissoko Embalo, un ovni géopolitique difficilement classable. Hein. On le voit tantôt à gauche, tantôt à droite. En tant que président de la CEDEAO, on se souvient de ses déclarations. Ensuite, il a fait une virée vers la Russie. Finalement, on ne sait où il s'est positionné avant de prendre la tangente. Pour édifier nos auditeurs, il y a un détail que je dois apporter. À l'heure où nous parlons, le président du parti PAIGC, ça dit que le parti pour l'indépendance, le parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, Domingo Pereira, il était en exil, il est revenu au pays. Et il a demandé à ses militants de soutenir le candidat Fernando Diaz da Costa qui a gagné les élections. Bon, on n'avait pas encore proclamé les résultats officiels. Oui, mais attends, laisse-moi parler. Qui a gagné les élections? Puisque tu as écouté l'autre parler, Goodluck Jonathan, ce n'est pas un plaisantin. Au moins, tu sais que c'est un homme sérieux, Goodluck Jonathan. Il a dit que ça s'est bien passé. Tout le monde était même d'accord de respecter les résultats. Et les résultats, on les connaissait. Je ne parle pas de ce que Embalo a fabriqué juste pour semer la zizanie.
Parce qu'il a l'art de semer la zizanie. Donc, ce président du PAIGC revient, soutient le candidat qui gagne. Or, le PAIGC, c'est quoi? C'est le parti de Cabral, c'est-à-dire que le libérateur, celui par qui la Guinée-Bissau a été libérée des griffes du colonialisme. Amilcar Cabral. Amilcar Cabral. Donc ces gens-là, eux, ils parlent indépendance, ils parlent souveraineté. Alors, voyant arriver quelqu'un qui va parler indépendance, qui va parler souveraineté, qui risque, les jeteurs de coris ont dû jeter leur coris, et ils ont vu qu'ils risquent de tenir le même langage que les nouveaux pays souverainistes africains. On a dit non, vous n'allez quand même pas laisser ça se passer comme ça, il faut lui couper la route. C'est tout. C'est parce que ces gens qui ont gagné, s'ils étaient compatibles aux idéaux esclavagistes de la CEDEAO, il n'y aurait pas eu de problème. Maintenant, les gens se posent la question, la CEDEAO va faire quoi? Mais on a éliminé un ennemi de la CEDEAO, elle va faire quoi? Elle va applaudir. Parce que le cas CEDEAO. Oui, parce que le vrai gagnant des élections ne serait pas un élève docile de la CEDEAO. Et il vient parler indépendance, il vient parler souveraineté. Donc, il n'y a même pas de question à poser. Il n'y a pas eu coup d'État contre Embalo. C'est Embalo qui a utilisé les militaires pour faire coup d'État contre celui qui devait lui succéder au pouvoir. Il faut quand même qu'on mette les choses exactement là où elles sont. Oui, mais je voudrais ouvrir une parenthèse sur ces élections. On a utilisé la stratégie de l'empêchement. Le candidat de l'opposition le plus en vue, Pereira, a été écarté, mais cela n'a pas suivi puisqu'il a demandé à voter pour Fernando Diaz da Costa. Et finalement, l'issue de ces élections, est-ce que ça donne envie d'inviter encore les citoyens à mettre leur bulletin dans l'urne? Mais c'est ça le drame. D'abord, l'organisation des élections engage forcément beaucoup de ressources financières. Et donc, un État qui est en train de se chercher, j'ai parlé tout à l'heure du niveau de précarité et de la fragilité de l'économie bissau-guinéenne. Alors, un dirigeant sérieux qui est responsable et qui est conscient, en fait, de sa mission dans le compte et dans l'intérêt du peuple ne devrait pas s'inscrire dans ce registre de cette pagaille où on engage des ressources de l'État pour ensuite tout simplement couper le robinet et l'espoir même que cette dynamique-là devait susciter au sein de la masse. Et donc, on a engagé de l'argent et puis après, on procède par quoi? Par une élimination des candidats sérieux. Et parce que quoi? On considère le fauteuil comme une fin en soi. C'est-à-dire que lorsque vous accédez au pouvoir, c'est comme si vous avez atteint le sommet même de l'évolution et où donc vous devez en faire une propriété privée. Et c'est exactement cela que les gens ont utilisé. C'est une preuve de lâcheté parce que normalement, lorsque vous êtes un homme intègre, suffisamment confiant, sûr de vous, vous n'avez la sensation de victoire et cette fierté de vaincre que si vous avez des adversaires sérieux avec qui vous allez vous frotter sur le terrain pour avoir donc une victoire et vous en serez fiers. Mais quand vous procédez par des méthodes viles, malsaines, malhonnêtes et lâches, pour justement éliminer des candidats sérieux, on sent en même temps que vous n'êtes pas en confiance, que vous-même, vous avez conscience de votre illégitimité, votre incapacité à convaincre justement l'opinion, puisque le pouvoir appartient au peuple. Alors, après avoir fait 2 mandats et après avoir servi à ce peuple autant de comédie et de farces, il est conscient précisément que dans une élection transparente et crédible, il aurait du mal précisément à gagner les élections. Voilà pourquoi il est passé par des subterfuges, mais malgré tout, justement, l'opposition s'est montrée affûtée, intelligente et lucide. Elle a fait bloc derrière le candidat de l'opposition. Et puis, au bout du compte, on dit, mais vraiment, ça risque de nous échapper à nouveau. Alors, formons et essayons d'organiser un coup d'État. Tout ceci est malheureux. C'est malheureux pourquoi? Parce que les pays d'Afrique ont besoin de se construire. Et pour se construire, il faut forcément des leaders visionnaires qui ont le sens du sacrifice et qui comprennent que leurs noms ne peuvent rentrer dans l'histoire qu'à travers les œuvres qu'ils vont laisser une fois qu'ils ont eu cette chance unique d'être dans le piédestal de l'État. Malheureusement, l'étincelle de l'héroïsme n'a aucunement jailli dans leurs yeux et donc ils se montrent malheureusement des ennemis même des peuples d'Afrique et c'est très 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 dommage. Mais malheureusement, ces événements donnent raison. Apporte de l'eau au moulin de son Excellence Okoye Okegewe.
qui n'a que faire de ces élections factices. Oui, mais j'allais me poser la question, pourquoi vous vous inquiétez tant de ce qui s'est passé en Guinée-Bissau, qui, toute chose faite, est un petit pays. Mais quand vous avez à côté un très grand pays où tous les candidats visibles ont été écartés, on a fait une élection dont le vainqueur a toutes les peines du monde à s'installer sur le fauteuil présidentiel. Pourtant, personne ne l'a dissuadé. Il a gagné avec une majorité tellement écrasante qu'il aurait dû prêter serment depuis longtemps, mais tous les jours on reporte. Tu vois au Cameroun où c'est une photo qui a fait campagne et le gars a gagné. Ça veut dire que même si quelqu'un est mort, on l'enterre, on amène sa photo et elle gagne les élections. Écoutez ceci. Tant que les élections sont organisées pour permettre à des puissances extérieures d'imposer qui elles veulent à la tête des États africains, c'est comme si nous étions un troupeau de singes ou de moutons. En tout cas, c'est comme ça d'ailleurs que ces pays-là nous voient. Tant que c'est comme ça, ça ne vaut même pas la peine d'aller aux élections. Moi, je crois que c'est mieux que quelqu'un prenne le pouvoir, il se proclame dictateur, il s'assied, c'est tout. Et on va économiser l'argent des élections, on va économiser des bagarres inutiles, on va économiser des déceptions. Et celui qui se proclame dictateur, il travaille exclusivement pour le développement de son pays, pour l'épanouissement de ses citoyens. Non, mais s'il ne le fait pas, qu'est-ce qui arrive alors? Non, s'il ne le fait pas, un larbin des puissances extérieures sera mis devant. Voilà, en Guinée-Bissau, c'est déjà réussi. Parce que je t'ai dit que l'homme du PIGC, ce n'est pas des larbins. Il ne venait pas pour chanter les chansons de CEDEAO. Il ne venait pas pour aller danser sur le perron de l'Élysée. Alors, on a trouvé des mesures préventives. C'est-à-dire que la Guinée-Bissau a été vaccinée contre les dépendances. Alors rapidement, je voudrais qu'on analyse la sortie de Umaro Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau, d'abord vers le Sénégal, où des nouvelles seraient au Congo-Brazzaville. Mais entre-temps, il est passé par le Sénégal où son arrivée est en train de faire, en tout cas, d'exacerber le conflit entre le président et son premier ministre. Oui, non, mais je pense que sur ce plan précis, Ousmane Sonko